Alors, salut la compagnie. Eh bien, comme souvent à cette heure-ci, dans la matinale, eh bien, vous avez droit à un petit exposé sur le sujet de la culture maritime et particulièrement la culture maritime au travers de la piraterie et encore plus particulièrement l'influence des pirates sur l'expansion du capitalisme et le mondialisme économique. Alors pour commencer ce nouveau chapitre qui s'intitule Capitalisme et protestantisme, je vais commencer par vous faire un petit résumé de la situation. Alors, c'est des choses que j'ai déjà évoquées auparavant, mais voilà, avant de commencer ce chapitre-là, je fais un petit résumé et je pars toujours de la période que l'on appelle les grandes découvertes, c'est-à-dire à partir de Christophe Colomb, lorsque l'on a franchi les horizons maritimes pour aller découvrir des terres inconnues. Et alors, concernant la piraterie, pour celles et ceux qui ont écouté les exposés, les chapitres de l'exposé auparavant, voilà, vous savez qu'il est, vous savez pas d'ailleurs, mais je l'ai déjà évoqué, donc il est peu connu en fait que la flibuste, c'est-à-dire la piraterie dans les Caraïbes, fut essentiellement protestante. C'est une sorte de riposte du faible au fort. Alors, au moment des grandes découvertes, le fort, c'était Charles Quint, le roi d'Espagne et des Pays-Bas, suivi par Philippe II, un danger majeur pour le royaume de France, alors menacé dans sa survie. Alors, et les principaux faibles, donc en face de lui, étaient le roi de France, le roi d'Angleterre et les princes et ducs des Pays-Bas espagnols. Les Pays-Bas espagnols, c'est ce qu'on appelle la Hollande, donc qui comprend aussi les Flandres. Voilà. Et donc, l'un après l'autre, ceux-ci vont porter la guerre sur mer contre les intérêts économiques du roi d'Espagne, en soutenant les actes plus ou moins légaux des pirates et de leurs armateurs. C'est-à-dire que ben voilà, les concurrents à l'Espagne, donc les ennemis, la France, l'Angleterre, eh bien, vont vont utiliser, voilà, en fait, les marins qui pillent les navires, donc ça s'appelle des pirates, voilà. Donc, ces nations-là vont utiliser les pirates pour lutter contre la couronne espagnole. Voilà. Et concernant donc les richesses du Nouveau Monde, donc j'arrive sur ce chapitre, les guerres de religion, proprement dites, ne commenceront qu'en 1562. Donc c'est ce qu'on appelle les guerres de religion. C'est principalement à la naissance de la réforme protestante. Donc, ces guerres de religion qui commenceront en 1562, mais les premières escarmouches, les premiers pillages de vaisseaux appartenant à l'Espagne très catholique se produisent dès que parviennent à Séville les premières caravelles et leurs riches chargements. C'est-à-dire que, à partir de Christophe Colomb et après, quoi. Tu vois, ça se frottait déjà. Et donc, dans cette période, la flibuste est le fait de marins, de Dieppe et de Honfleur notamment, comme Jean Fleury de Watteville, ou bien d'armateurs, c'est-à-dire de propriétaires de bateaux, comme Jean Angot. Donc c'était des bateaux, c'était des navires marchands, des navires marchands et de pêche. Et donc les
les propriétaires de bateaux marchands ou de pêche, eh bien, étaient réquisitionnés pour servir de bateaux, de navires corsaires qui auront un armement militaire, c'est-à-dire qui auront de l'artillerie et des canons, et qui vont être utilisés par la couronne pour aller pirater l'ennemi, et là, en l'occurrence, l'Espagne. Et donc, dans ces actions, les Huguenots, alors les Huguenots, ce sont des protestants de la branche de Luther. Et donc, les Huguenots sont les plus présents car les plus motivés, et pour de multiples raisons. Ils sont en butte à l'ostracisme dans le royaume de France. Ils sont séduits par l'idée qu'un monde nouveau peut émerger enfin, débarrassé des compromissions dénoncées par Martin Luther, donc le chef de file de la réforme des protestants, de la réforme de l'Église, et puis aussi une attirance pour le grand large et les affaires lucratives. Alors pourquoi les protestants sont attirés par le grand large et les affaires lucratives? Eh bien, déjà, c'est pour fuir la pression du pouvoir catholique, hein, qui s'exerçait pas qu'en Espagne, parce que quand est arrivé Louis XIV, lui, il était plutôt catholique, et il a fait table rase des protestants qui se trouvaient sur le royaume de France, tu vois. Et donc, je disais, pourquoi ces protestants, principalement, tu vois, de Dieppe et de Honfleur, donc en Normandie, mais il n'y a pas qu'en Normandie, hein, il y avait aussi La Rochelle. Pourquoi ils se lançaient donc dans la guerre de course et dans la piraterie? Et cette attirance pour le grand large et les affaires lucratives, c'est important, les affaires lucratives. Alors le grand large, tout simplement, parce qu'il y avait des affaires à faire de l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire dans les terres inconnues, les colonies, donc, et que je vous ai dit que dans le mouvement protestantisme, il y avait deux grands chefs de file, deux grands leaders, deux grands guides de cette réforme, qui étaient donc Martin Luther et un deuxième, Jean Calvin. Et quand je l'avais évoqué, j'avais amené une précision à cela que Jean Calvin, si tu veux, diffère de Martin Luther en cela que Jean Calvin, pour la première fois dans l'histoire, a autorisé, c'était dans sa doctrine, dans ses prérogatives protestantes, a autorisé l'usure. Et jusque-là, l'usure était interdite par l'Église. Il n'y avait que les Juifs qui avaient le droit de pratiquer l'usure, c'est-à-dire le prêt d'argent, contre un remboursement avec des bénéfices, avec lesquels tu pouvais spéculer. Tu vois ? Donc, Calvin a introduit cette notion-là, et en disant, c'est ça qui est hyper important, en disant que, parce que jusque-là, l'Église, si tu veux, proscrivait l'usure, et celui qui pratiquait l'usure, il était condamné aux enfers, tu vois. C'était grave, hein, comme voilà. Sauf que Calvin dit, l'essentiel, c'est d'avoir la grâce divine. Et la grâce divine, tu peux l'avoir par le travail. Tu vois ? En l'occurrence, le travail de la terre, tu vois, mais par le travail. Mais pas que. Si l'argent peut te permettre justement de travailler et de réussir dans ta mission avec comme objectif de bénéficier de la grâce divine, eh bien, l'usure était validée, tu vois.
Ça, c'est hyper important. Parce que quand tu sais que tu peux faire de la spéculation boursière, tu vois, entre autres, c'est ça, quoi, tu vois, en gros. Quand tu sais que tu peux faire de la spéculation boursière dans un domaine neuf, c'est-à-dire que dans les colonies, c'est-à-dire dans le vol, tu vois, de terres indigènes, tu vois, où on s'octroie une propriété. Bah, si ça peut te permettre, tu vois, de faire fructifier ton capital et bah, du coup d'avoir la grâce divine, c'était séduisant. D'où cette attirance pour le grand large, c'est-à-dire aller de l'autre côté de l'Atlantique, dans les Caraïbes ou ailleurs, hein, mais là en l'occurrence dans les Caraïbes, eh ben, pour participer à l'expansion coloniale de ton État, c'est-à-dire devenir propriétaire d'une terre, avoir des domestiques, des esclaves, et participer au commerce maritime. Si tu pouvais avoir la grâce divine au travers de ça, peu importe que tu sois, tu vois, un spéculateur capitaliste, que tu sois un esclavagiste, que tu sois un voleur de terre, enfin, peu importe. L'essentiel chez les calvinistes protestants, c'était d'avoir la grâce divine. Et si tu pouvais l'obtenir par ça, ben voilà. Donc je ferme la parenthèse et donc vers 1493, donc l'année qui a suivi l'arrivée de Christophe Colomb aux Antilles, le pape Alexandre VI, un Borgia d'origine espagnole, publie une bulle papale, hein, un inter cetera, qui accorde aux Espagnols le privilège d'évangélisation aux Amériques. Et c'était donc exclure la France et l'Angleterre de tout commerce et de toute action dans ces territoires, sous peine d'excommunication. Tu vois. Et donc, pour ce qui concerne la France, François Ier arrive là-dessus, donc à la Renaissance. François Ier avait obtenu habilement que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux territoires déjà découverts. C'est-à-dire que si les Espagnols étaient déjà arrivés les premiers, ok, ils pouvaient revendiquer les terres parce qu'ils étaient arrivés les premiers. Mais les Espagnols n'avaient encore pas découvert toutes les terres. Et donc François Ier dit, ok, les premiers arrivés, c'est les premiers propriétaires. En gros, c'est ça, quoi. Et donc François Ier déclarait, ouvrez les guillemets, je voudrais bien voir la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde. Fermez les guillemets. Donc ça, c'était son argument pour dire, et il les prenait sur, tu vois, sur le dogme catholique, hein. Il les prenait là-dessus, hein. Et son argument, qui n'est pas exempt de sophisme, hein, mais il était valable, tu vois. Il oppose aux Espagnols, bah oui, mais d'accord, vous êtes les premiers, mais c'est pas à vous à dire, moi qui arrive après, si je dois en bénéficier ou pas. Parce que, comme il dit, je voudrais bien voir la clause du testament d'Adam, hein, qui m'exclut du partage du monde. Et donc, du côté espagnol, il y a les conquistadors. Et donc, eux, ils venaient pour la plupart des régions pauvres d'Espagne. Et donc, ils s'illustrent par une folie sanglante, hein, une soif d'autre chose, d'un autre monde. Et ils sont accompagnés dans leurs expéditions par un incroyable réseau de contrôleurs qui entendent, au nom du roi d'Espagne, contrôler absolument tout ce qui provient du Nouveau Monde. Or, ce qui arrive quand on tente de contrôler les mouvements de marchandises de manière trop contraignante, c'est que cela développe la contrebande, la fraude et le pillage. Les corsaires français le comprennent très vite et se livrent alors à deux activités qu'on pourrait dire complémentaires, c'est-à-dire les rapines. Les rapines, c'est le vol, le pillage. Les rapines et le commerce discret des biens ainsi détournés.
C'est-à-dire que les flibustiers, ils étaient malins. C'est-à-dire qu'ils allaient piller les bateaux espagnols et puis ils revendaient à tout le monde, y compris aux Espagnols, ce qu'ils avaient piqué aux Espagnols. Tu vois? Et donc, ils faisaient un peu la même chose que les Espagnols, parce que celui qui vole quelqu'un qui a déjà volé, lequel est le plus voleur des deux? Et quand le but est de se faire du capital, tu vois, d'engranger du capital, donc d'être capitaliste, celui qui vole le capitaliste pour à son tour accumuler du capital, lequel est le plus capitaliste des deux? Tu vois? Ce sont deux capitalistes. Donc tu vois bien que les pirates, parce qu'on leur donne souvent l'image d'anarchistes, révolutionnaires, contre le pouvoir et tout ça. Oui, contre le pouvoir des États, peut-être, mais pas contre le pouvoir de l'argent. Parce qu'à son tour, ils devenaient, eux, des marchands, et en tant que marchands, c'est eux qui fixaient les prix des marchandises. Et c'était eux qui écrivaient les lois du commerce. Donc, que nenni, alors bien sûr, il y en a eu, mais c'était une minorité. Et en tout cas, pas chez les protestants. Parce que les pirates protestants, qui combattaient la bourgeoisie, c'était pour devenir bourgeois à leur tour. Ceux qui combattaient, l'accumulation des richesses, c'était pour accumuler à leur tour des richesses. Je vous le rappelle, pourquoi? Dans le seul but d'obtenir la grâce divine chez les protestants. Vous comprenez? Et donc, c'est déjà pas mal d'avoir assimilé ça. Et donc, pour la période française, si la flibuste fut d'abord exercée et financée par des individus tentés par l'aventure, elle fut ensuite organisée, canalisée et protégée par un personnage proche du pouvoir royal. Et capturer les galions pour affaiblir le roi d'Espagne et donner à la France ses propres colonies, ce fut le rêve et la grande activité de l'amiral de Coligny. De fait, il est difficile de démêler l'enchevêtrement de tricheries, de manœuvres sournoises, d'oppositions religieuses, de considérations stratégiques, de banditisme pur et simple, de calculs économiques et financiers qui constituent le paysage dans lequel vont évoluer les pirates. Les rois de France successifs vont avancer masqués dans cette aventure. Le désir d'implanter des colonies françaises au Nouveau Monde va côtoyer la nécessité quasiment vitale d'affaiblir l'extraordinaire et dangereuse puissance espagnole, ainsi que l'intérêt de rapporter des richesses susceptibles de renflouer le trésor du roi. Le pouvoir va ainsi condamner en parole les actes des flibustiers, tout en autorisant la guerre de course dans les périodes de conflit et en laissant Coligny protéger, entre guillemets, ses pirates dans les autres périodes. Cela se traduisit par l'implantation d'un certain nombre de colonies en Amérique du Nord, Canada et Terre-Neuve, et plus proche de l'histoire du protestantisme, en Floride, où une expédition française initiée par Coligny et conduite par 2 Huguenots installa une colonie en 1562. En 1562, vous voyez, c'est déjà assez précoce, vous voyez. Et donc, après beaucoup de péripéties, le roi d'Espagne, Philippe II, envoya un homme sans complexe du nom de Menendez, qui finit en 1568 par anéantir la colonie, massacrer tous les Français en faisant poser une plaque disant, ouvrez les guillemets, « Je traite ainsi non les Français, mais les hérétiques ». Fermez les guillemets. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs batailles dans les batailles, il y a plusieurs guerres dans les guerres, et que les catholiques espagnols traitaient ainsi les Français, d'après eux,
davantage parce qu'ils étaient hérétiques plutôt que français. Et donc, le crime souleva d'horreur toute l'Europe réformée, donc toute l'Europe protestante, et fit dire beaucoup plus tard que la Saint-Barthélemy avait commencé en Floride. Et donc, il n'est pas interdit de risquer une hypothèse hasardeuse. L'assassinat de Coligny, lors de la Saint-Barthélemy en 1572, a certes été mis au compte de la guerre menée contre les Huguenots par le parti des Guises, donc menée par le duc de Guise, mais il faut bien dire que sa disparition devait bien faire plaisir au roi d'Espagne, à qui l'amiral avait fait énormément de torts et de difficultés dans tous les domaines. Voilà. Donc, voilà. Pour l'instant, je clôt ce chapitre, pas l'exposé, mais ce chapitre, parce que le prochain chapitre, on va voir. Là, on a vu par rapport à la France, on va voir là dans quelques minutes les autres pays du monde protestant. Donc, c'est pour ça que je vous propose une autre petite pause musicale. En même temps, ça va me permettre de préparer la suite des pauses, justement. Alors, si vous avez des questions ou des remarques, profitez-en. Je jette un œil toujours sur le chat et je vais chercher quelque chose que je peux diffuser, me semble-t-il, pour changer un petit peu de mes propres morceaux, sans qu'on soit striké. Et donc, voilà, sélectionner une petite playlist. Et donc, tout en vous parlant, je regarde ça. Tiens, ça, c'est sûr que ça passe. Et donc, voilà, on peut faire cette petite pause avec ça. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de l'exposé qui a pour titre Le capitalisme et le protestantisme. Je rajoute à l'époque de l'âge d'or de la piraterie. Et puisqu'on parle de pirates, de flibustiers, de corsaires, de forbans, eh bien, voici donc une vieille chanson traditionnelle interprétée ici par la Cambuse. Et donc, je vous dis à dans quelques instants. Le corsaire, le grand coureur, est un navire de malheur. Quand il se met en croisière pour aller battre l'anglais, le vent, la mer et la guerre tournent contre le français. Allons les gars, gay, gay, allons les gars, gaiement. Il est parti de l'Orient avec belle mer et bon vent. Il cinglait bâbord à mur, naviguant comme un poisson. Un grinton sur la nature, voilà le corsaire en ponton. Alors les gars, gay, gay, alors les gars, gaiement. Il nous fallait remater et diablement pour la guerre. Tandis que l'ouvrage avance, on aperçut par tribord un navire d'apparence, amantelé de sabord. Allons les gars, gay, gay, allons les gars, gaiement. C'était un Anglais vraiment à double rangée dedans, un marchand de mort subite, mais le Français n'a pas peur. Au lieu de prendre la fuite, nous le rangeons à l'honneur. Allons les gars, gay, gay, allons les gars, gaiement.
Ces boulets sifflent sur nous lui rendons coup pour coup, tandis que la barbe en fume à nos braves matelots. Nous voilà brés dans la brume, nous échappons aussitôt. Allons les gars, allons les gars, bon. Pour finir ce triste sort, nous venons périr au port, dans cette affreuse misère, quand chacun s'est cru perdu, chacun selon sa manière, s'est sauvé comme il l'a pu. Alors les gars, alors les gars, bon. Le capitaine et son second se sont sauvés sur un canon, le maître sur la grande encre, le commis sur son bidon. Oh, le triste vilain con, le voleur de rations. Allons les gars, allons les gars, bon. Il lui fallut voir le croc avec sa cuillère et son croc. Il s'est mis dans la chaudière comme un vilain pot-au-feu. Il a couru vent arrière, il a pris terre à ligueux. Allons les gars, allons les gars, bon. De notre horrible malheur, le calfa sonnait l'auteur en tombant de la rebondit dans la pompe, défonçait le bâtiment. Allons les gars, allons les gars, C'est l'histoire du grand coureur, a pu vous toucher le cœur. Ayez donc belle manière et du vin dur que la bière, et nous serons tous contents. Allons les gars, allons les gars, allons la allons les gars, bon. Avant que m'apporte la gloire, moi fils de prince et de prostituée, sur les cadavres j'ai chanté ma toile, et dans les crânes j'ai bu ma liberté. Vivre d'orgie est ma seule espérance, le seul bonheur que j'ai pu vivre. Car sur les flots j'ai passé mon enfance, et sur les flots un fort Brûlant d'amour, plaisir, bataille, vite. Bon, je vis dans ma cabine en méprisant. Vivre de viol, de meurtre et de rapine, je bois mon pain dans une coupe d'or. Vierge craintive, toi ma captive, mes lèvres iront dévorer tes apports. Encore brûlante d'une autre amante, ta vertu va expirer dans mes bras. Qui pétille, femme gentille, sous tes baisers brûlants d'amour, plaisir, paille, vive la canaille. Je bois, je chante et je tue tour à tour. Peut-être au bas d'une barque étrangère, mon corps demain servira d'étendard. Et tout mon sang rougira la galère, aujourd'hui fête et demain le hasard. Allons, esclaves, allons debout, mon brave, devant la vie et le vin en pot. Aujourd'hui fête, et puis demain peut-être, ma tête ira s'engloutir en flot. Qui pétille, femme gentille, sous des baisers brûlants d'amour. Vive la canaille! Je bois, je chante et je tue tour à tour. Et si demain pas de force, je capturerai l'homme à mon gravillon. Riche à pouvoir la lutte, je m'en irai vers d'autres horizons. À la respecter comme un genre,
moi qui ne fus qu'un farbant, qu'un bandit, le fils d'un roi tout homme, dormir peut-être dans un bon lit. Wikipédia.